Bienvenue sur le podcast Le Marketing Rusé, présenté par le logiciel de marketing automatisé LeadFox. Dans ce podcast, on vous partage une vision fraîche et moderne sur des stratégies marketing à utiliser pour générer plus de prospects, faire plus de ventes et propulser votre entreprise. Bonne écoute! Eh bien, bonjour tout le monde, bienvenue sur le podcast Le Marketing Rusé propulsé par LeadFox. Je suis super content aujourd'hui parce qu'on reçoit un invité là, vraiment très compétent puis vraiment très intéressant dans le monde du SEO, mais aussi justement dans le monde de l'intelligence artificielle. Salut Nicolas, bienvenue sur le Hey, podcast. salut Pascal, c'est un plaisir d'être là. Je suis vraiment content de discuter avec toi aujourd'hui. Ben, le plaisir est partagé parce qu'effectivement, là, dès qu'on m'a lancé la balle de trouver un invité dans le monde du SEO, puis justement du domaine de l'intelligence artificielle, j'ai tout de suite su que c'était à toi que j'allais écrire parce qu'effectivement, j'écoute ton podcast, le podcast Commerce électronique et actifs numériques, et que je trouve super intéressant. D'ailleurs, tu m'avais déjà partagé un épisode pour justement savoir un petit peu plus c'est quoi l'implication de l'intelligence artificielle au niveau du SEO. Et puis, je me suis dit, let's go, tu es la bonne personne pour venir nous parler de ça et comment le SEO va venir intervenir pour nous aider avec la génération de prospects, la génération de leads et ainsi de suite. Je pense que ça va vraiment être une belle discussion aujourd'hui. C'est sûr, on va avoir du fun, ça c'est certain. Ben, définitivement. Puis, juste pour bien te présenter, puis mettre les gens qui nous écoutent en contexte, toi, tu es cofondateur du logiciel SEO Espion, un logiciel qui permet justement aux PME de vraiment optimiser leur site web au niveau SEO, puis vraiment d'aller profond, puis de trouver là, vraiment des opportunités que d'autres logiciels ne trouveraient pas en tant que tels. Et puis aussi, ben, comme je l'ai laissé sous-entendre, tu animes aussi le podcast Commerce électronique et actifs numériques qui compte pas mal d'épisodes. Je pense que tu es rendu à 146 que j'ai vu. 146 épisodes, exactement. 146 épisodes. Super. Puis dernièrement, justement, tu as intervenu dans plusieurs communautés, dont la communauté de Serge Beauchemin, l'Alliance Entrepreneur, dans laquelle tu as parlé justement là, de SEO, d'intelligence artificielle, de où est-ce qu'on se trouve, est-ce que c'est correct, pas correct, est-ce qu'on devrait se diriger vers là ou pas, et ainsi de suite. Fait que tu t'es bâti une bonne expertise dans ce domaine-là. Là. Effectivement. Ben, avec des tests, en suivant ce qui se passe, puis en faisant des tests, en étant sur le terrain, en ayant des clients, mais en faisant des tests aussi sur mes propres trucs, comme ça, s'il arrive de quoi, ben, c'est moi, c'est un canari dans la mine, comme on dit, mais on fait des tests pour voir qu'est-ce qui se passe, puis c'est vraiment très intéressant de tirer des conclusions qui sont peut-être hâtives, mais en même temps, qui permettent de nous orienter dans nos actions pour avoir le meilleur de l'IA et le meilleur du SEO en même temps. Ouais, exactement. Super. Et puis c'est ça. Fait que dans le fond, le but de l'épisode d'aujourd'hui, c'était vraiment de te faire intervenir pour qu'on puisse jaser de ça. Là. SEO, intelligence artificielle, à quel point l'intelligence artificielle peut nous aider à améliorer notre SEO et à quel point le SEO, justement, peut venir nous aider dans notre génération de prospects. Parce que déjà d'emblée, je pense que tu vas être d'accord avec moi. Je trouve que le SEO et la génération de prospects, le email marketing en tant que tel, c'est un mariage tellement idéal de Exact. laisser Google nous amener du trafic et ensuite de ça, d'utiliser des outils comme des landing pages et des pop-up pour acquérir ce trafic et transformer ça en client potentiel. Je pense en tout cas, moi, personnellement, je trouve que c'est un des mariages les plus lucratif qu'on peut se permettre d'avoir sur notre entreprise. Là. Je ne sais pas si tu es d'accord. Absolument. Écoute, moi, mon podcast s'appelle Commerce électronique et actifs numériques. C'est pas pour rien, hein, les actifs numériques, je dis tout le temps, bon, au niveau, certains vont dire que c'est des actifs marketing, mais moi, je les appelle actifs numériques, même si, bon, avec maintenant les NFT, les bitcoins, tout ça, il y a d'autres types d'actifs numériques aussi, mais en Ah ouais. général, les actifs numériques d'une entreprise, principalement, ça va être son nom de domaine, son site web. Par la suite, ben, tout ce qui est bon, outils pour bâtir des landing pages, si c'est indépendant du site web, puis sa liste, son database, là, sa liste de prospects et de clients. Donc, mais on peut vendre seulement un nom de domaine. Tu sais. Supposons que je vendrais Facebook.com, admettons que j'aurais ça dans mon compte GoDaddy, ce qui serait impensable, mais admettons que j'aurais Facebook.com dans mon compte GoDaddy, mais je ne le vendrais pas pour 200, on s'entend là-dessus. Tu sais. Fait Exact. Là. que,
c'est un peu le même principe, le site web puis la base de données. Donc, ouais, c'est des actifs numériques très, très puissants. Puis ça se marie tellement bien pour les monétiser, mais pour les revendre aussi comme un Ouais, flip, là, comme si on flippait une maison, dans le fond. Là, c'est quelque c'est chose, vrai. surtout le nom de domaine puis le site web. Pour les bases de données, il faudrait voir s'il y a des lois là-dessus. Je ne suis pas trop au courant, mais en tout cas, il reste que Mais ça arrive quand même assez souvent qu'on voit ça. Il va y avoir certaines entreprises qui vont acquérir d'autres compétiteurs ou quoi que ce soit pour la liste de clients. Fait que c'est un peu comme exact. si, justement, là, je donne l'exemple, mais c'est un peu comme si LeadFox allait acheter Mailchimp, pas tant pour l'entreprise, pour les technologies, mais pour les milliers, les millions de clients de Mailchimp qui a possibilité d'acquérir pour LeadFox. Donc, c'est un exemple que je donne, mais c'est un Mhm. actif qui vaut quelque chose. Donc, le fait justement qu'une entreprise ait une liste de 1000, 2000, 3000, 5000 clients potentiels et clients en tant que tels, c'est une très grosse valeur qu'on a. Même chose avec le nom de domaine, comme tu le mentionnes. C'est un nom de domaine qui pèse lourd et qui se présente en première position sur Google. C'est très séduisant là, pour les autres autour. Et puis en même temps, ben, Colin, je pense que c'est un des plus beaux investissements qu'on peut faire dans son entreprise le plus tôt possible. Oui, puis tu sais, tu sais, le SEO, c'est quoi, hein? C'est principalement 2 choses, hein. C'est augmenter la valeur de son nom de domaine qu'on pourrait comparer à un terrain, puis à son site web qu'on pourrait comparer à la bâtisse si on fait une analogie à l'immobilier et on attire des visiteurs, mais ce qui arrive, c'est que ça prend un peu plus de temps à faire du SEO pour avoir les résultats. Comme aller au gym, on s'entraîne, on n'est pas tout de suite sur le six-pack, hein, ou en shape, ça Exact. prend un certain temps. C'est la même analogie qu'on peut prendre, C'est vrai. mais une fois que c'est fait, la roue, elle tourne, puis ça reste. Donc, oui, on va attirer des leads qu'on peut transformer par la suite en prospects et en clients, soit avec un recyclage publicitaire avec le pixel sur Facebook et ainsi de suite, ou soit avec un lead magnet qui va faire en sorte qu'ils vont tomber dans nos courriels, dans notre liste courriel, qu'on va pouvoir faire des séquences courriels automatisées par la suite. Mais aussi, il faut savoir que la personne, si on, par la suite, un jour, on vient qu'à vendre notre entreprise, notre domaine et notre site web, ben, une des premières questions que les courtiers en entreprise numérique posent, c'est d'où viennent vos visiteurs? Puis si une bonne proportion vient du SEO, ben, la valeur automatiquement augmente parce que la personne qui est de l'acheteur potentiel, il se dit, même si je ne mets pas une scène en publicité, je sais que je vais avoir tant de visiteurs par mois sur le Ah, site web. wow. Si je connais mes taux de conversion, je sais déjà ce que je suis capable de faire, et surtout si je connais la valeur du client à vie. Donc, quand tu connais ça, tu es comme, OK, je mets zéro down en marketing, puis je sais déjà combien je vais faire avec l'entreprise. Donc, même en plus des leads et des ventes qu'on fait à court terme, c'est aussi la valeur de revente de l'entreprise qui est vraiment accentuée quand une bonne proportion de notre acquisition de leads provient du SEO. Ben oui, exactement. C'est vrai, tu l'as tellement mentionné. Quelqu'un qui regarde juste le nom de domaine, ça lui, non seulement tu achètes le nom de domaine, mais ce nom de domaine-là, il est déjà ranké pour acquérir 2000, 3000, 4000, 5000 visites. Déjà en partant, c'est du Exact. temps, c'est des investissements, c'est de l'énergie qui est sauvée, là. Ça vaut quelque chose, tout ça, là. D'ailleurs, il y a des gens qui achètent des noms de domaine dans des encans, puis les noms de domaine ont une énorme valeur. Il y en a que c'est juste pour de la pas de la prospection, mais ils vendent parce que le nom de domaine est cool comme nom. Ça n'a pas de valeur SEO souvent. Mais des fois, il y a des noms de domaine qui le valent vraiment. On voit des prix qui sont super élevés, puis on va l'analyser, puis on se dit, OK, n'importe quel site web que tu assis sur ce nom de domaine-là, ce ne sera pas long qu'il va être top là, dans les résultats de Google parce qu'il y a un super de bel historique, il est super clean, puis il est solide. Fait que, oui, des fois, ça vaut le coup, mais des fois, ça vaut pas du tout le coup. Il faut faire une analyse pour ça. Exact. Et justement, parlant d'analyse, puis je l'ai mentionné un petit peu, toi, tu es cofondateur du logiciel SEO Espion. Parle-nous un petit peu de SEO Espion. Qu'est-ce que ça permet de faire? Il y a quand même, de ce que j'ai cru comprendre, il y a quand même certaines analyses que le logiciel permet de faire pour trouver certaines failles au niveau de SEO, des éléments comme ça. Peux-tu nous en parler? Puis peut-être donner quelques résultats aussi au niveau de certains de tes clients là, qui ont eu des beaux résultats grâce à ça? Absolument. En fait, SEO Espion, c'est quoi? C'est très simple, hein. L'histoire de SEO Espion, ça a commencé par un concours de SEO que je suivais. Bon, c'est moins enlevant qu'un concours qu'un combat d'MMA, mais ça reste que c'est des professionnels qui s'affrontent dans un combat professionnel. Et ce qui est arrivé, c'est que dans ce concours-là, la personne qui, après 2 semaines, gagnait a été disqualifiée
OK. Puis la personne a été disqualifiée, non pas parce qu'elle avait triché plus que les autres ou quoi que ce soit, mais c'est parce qu'ils ont rajouté un règlement pour cette personne-là. C'est que la personne gagnait avec du lorem ipsum, du dummy text. Oh my Donc, du god. texte. Ouais. Donc, qu'est-ce que cette personne-là a prouvé? Puis moi, c'est là que j'ai allumé parce que la personne le dit haut et fort par la suite. C'est que Google est bien meilleur pour compter que pour lire. Parce que dans le fond, Google, c'est quoi? C'est des algorithmes. Des algorithmes, c'est quoi? C'est des mathématiques. Donc, Google est bien meilleur pour comptabiliser que pour lire. Bon, c'est sûr que maintenant, avec le NLP, le Natural Language Processing, puis les, qui est comme un peu le Google Translate, tout ça. Google est meilleur pour lire maintenant que pour auparavant, mais il reste que Google est encore bien meilleur pour compter que pour lire. Fait que nous, ce qu'on s'est dit, c'est OK, dans ce cas-là, ben, on peut quantifier des éléments sur la page HTML parce que Google est un système qui fonctionne par URL, donc par page, que ce soit un article de blog ou une page produit ou une page de service. Puis là, on va analyser cette. Ben, en fait, on va regarder pour un mot-clé. Puis si cette page-là sort, on va comparer cette page-là avec les résultats en avant de nous. Donc, supposons qu'une page est en, je dis n'importe quoi, 35e position. Bon, on se compare avec les 34 éléments en avant de nous. Puis là, on va voir les éléments. Qu'est-ce qu'ils ont en commun, ces éléments-là, que notre site Web n'a pas ou a trop? Puis là, si on regarde, là, si on pense un peu, ben, on va regarder les corrélations. Si c'est une pente parfaite, où est-ce que le point, la première position en a beaucoup, la deuxième en a moins, la troisième en a moins de cet élément-là sur la page, ben, il faut en rajouter. Puis si c'est l'inverse, la première position en a pas beaucoup, la deuxième en a plus de cet élément-là sur la page, ben, il faut en enlever. Donc, on y va avec des simples corrélations, mais sur des hypothèses de facteurs de classification. Donc, dans le fond, c'est ce qu'on fait, puis ça donne, ensuite, on transforme le tout en protocole d'intervention, un plan d'intervention qui est Wow. concret avec des chiffres, tout ça, puis ça fait quelque chose de vraiment le fun, qui donne des super de bons résultats. C'est sûr que le logiciel te dit la quantité d'éléments à ajouter, donc la quantité d'ingrédients à mettre dans la recette, mais il faut que ça goûte bon. Pour que ça goûte bon, ben, ça veut dire qu'il faut que tu écrives pour les humains, pas du lorem ipsum, mais le lorem ipsum a prouvé que juste en ayant la quantité d'ingrédients, on est capable de plaire à Google. Wow. Donc, c'est très, très, très intéressant. Puis, contrairement à ce que certaines personnes pourraient penser, c'est pas juste la quantité du mot-clé. Il y a plein d'autres éléments comme les entités, le LSA, il y a plein d'autres trucs similaires qui sont quantifiés. Donc, c'est très intéressant comme méthode de travail. Puis, ça donne des super de beaux résultats. On a des clients qui sont passés de la 75e position à la 25e position en 48 heures. Là. Wow. Faire un bon OK. de 50 positions en 48 heures, c'est impressionnant. Ça se prend très bien, là. Exact. Wow! OK. Ouais. Félicitations, c'est vraiment cool. Fait que dans le fond, c'est vraiment basé sur la comparaison de différents éléments. Fait que, écoute, lui est premier. Qu'est-ce qu'il fait de bien? Comparé à toi, ben lui, il a peut-être plus de ça ou lui, il a moins de ça. Fait qu'il faudrait que tu en enlèves, ça, faudrait que tu en ajoutes et ainsi de suite pour essayer de calquer un peu la Exactement. bonne pratique, là. Exactement, parce que le problème en SEO, ben, un des problèmes en SEO, parce qu'il y en a plusieurs défis comme dans n'importe quelle industrie, c'est que les gens disent: Ah, pour sortir sur Google, il faut que tu fasses trois petits points. Dans ce temps-là, tu sais que c'est une généralisation. OK? Ouais. C'est pour sortir sur Google, il faut que tu fasses. Ouais. Moi, comment je le vois, c'est beaucoup plus comme l'entraînement d'un sport. D'ailleurs, j'en ai parlé tantôt, là, ça prend un effet à aller au gym. Bon. Euh, si je te dis, hey, faut que je sois en forme pour mon sport. OK, c'est quoi ton sport? C'est-tu du ballet? Es-tu une ballerine ou tu es un lanceur de poids? Ouais. Ben, dans le fond, c'est pas la même condition physique, mais les deux ont besoin d'être en forme, mais spécifique à leur sport. Ben, on devrait voir le sport comme un mot-clé ou une requête sur Google. Puis chaque requête a sa spécificité propre. Donc, il faut se comparer avec les meilleurs. Comme dans le sport, on va se comparer avec les meilleurs en avant de nous. On va dire qu'est-ce qu'ils ont, eux autres, pourquoi ils performent. Puis je me compare à eux, je vais trouver mes facteurs de performance ou mes facteurs de classification sur Google. Google est l'arbitre, le juge. Hein? C'est Puis on est vrai. dans un sport. Le sport, c'est le mot-clé. Puis il y a des facteurs de performance qui sont des qualités physiques si on se compare avec l'analogie du sport. Ah, wow! J'aime beaucoup cette analogie-là. C'est clair, puis ça nous remet en contexte, effectivement. Chaque sport est différent. Chaque sport va demander justement des compétences différentes. Fait que c'est vrai que juste de se baser sur pour apparaître sur Google, il faut faire ça. Ouais, mais attends, là, c'est pas juste ça, là. C'est Ah, ça, il c'est y a intéressant. plus que ça. C'est un début, mais il y a plus que ça. C'est ça. Ouais, exact. OK. Et puis là, justement, c'est là que entre en jeu depuis. Ça fait combien de temps que ChatGPT est sorti? Ça fait moins d'un an environ? Novembre Novembre. 2022 Ah mon Dieu, précisément. fait que ça fait bientôt un an. Et Ça là, va faire depuis un ce an. temps-là, là,
moi, j'arrête pas d'en entendre parler. ChatGPT, là, le monde se garoche là-dessus. Let's go, on commence à créer du contenu avec ça, puis là, on va se ranker, là, on va pouvoir monter une machine industrielle et ainsi de suite. Et pour l'utiliser moi-même, parfois, c'est vrai que ChatGPT vient vraiment nous faire gagner du temps dans la création de contenu, puis vient vraiment nous alléger nous alléger la tâche en termes de création de contenu, en termes de peaufiner le contenu, en termes de peut-être des fois même de créativité un petit peu. Euh, Par contre, cette utilisation de ChatGPT est un peu controversée. Peux-tu nous en parler un petit peu? Qu'est-ce que ChatGPT est venu brasser un peu dans le monde du SEO, là, si je peux utiliser ce terme-là? C'est une excellente question, Pascal. C'est la question de l'heure en ce moment. OK? Qu'est-ce qui se passe? C'est que là, présentement, bon, tout le monde peut créer du contenu avec ChatGPT, ce qui est une bonne et une moins bonne chose. C'est ça. C'est-à-dire que bon, ça augmente énormément notre capacité de créer du contenu. Euh, Puis en faisant ça, qu'est-ce qui arrive? C'est que voit l'Internet comme un univers en expansion. Il y a toujours plus de contenu qui sort. Donc, c'est un univers en expansion. Et Google, lui, son travail, c'est de cartographier et répertorier l'univers. Mais là, l'univers grossit tellement vite que Google, ça lui crée des problèmes à suivre. D'ailleurs, Google a des défis d'indexation, c'est-à-dire l'indexation, c'est de mettre les résultats, en fait, de cartographier puis de mettre dans ces résultats certaines pages. Puis le monde me dit, ah, c'est toi qui as fait un problème avec ton site web, mais il y a beaucoup de problèmes d'indexation en ce moment qui découlent du fait que l'univers grossit trop vite, si je peux me permettre l'analogie. L'univers du web grossit trop vite à cause de ChatGPT. Donc, ça, c'est un premier défi. Bon, ça se règle parce que Google continue tout le temps d'investir pour être meilleur dans son indexation. Puis, il y a des trucs comme les données structurées avec Schema, qui est un peu plus technique, mais bon, c'est des points pour aider les moteurs de recherche à mieux comprendre ce que la page possède comme contenu. Mais tout ça pour dire que ça, c'est un premier défi. Le deuxième, c'est que, bon, maintenant, si tout le monde peut créer du contenu sur à peu près n'importe quoi, quel contenu prioriser dans les résultats de recherche pour que ce soit Ouais, pertinent pour l'internaute? Parce que ce qui est important pour Google, c'est que ce soit pertinent, les résultats de recherche. Donc là, Google, de plus en plus, ce sur quoi il met l'accent, c'est le fameux EEAT. Qu'est-ce que c'est le EEAT? C'est tout ce qui est expérience. Donc, est-ce qu'on offre une belle expérience à notre clientèle? L'expertise. Est-ce qu'on a de l'expertise dans le domaine? Authoritativeness, c'est le A. Donc, est-ce qu'on a de l'autorité? Puis trust, est-ce que les gens peuvent avoir confiance en nous? Donc, quand on peut prouver le EEAT, c'est l'idéal. Donc, est-ce qu'on a des statistiques? Est-ce qu'on a des témoignages? Est-ce qu'on a des études de cas précises? Ou est-ce qu'on a des avis clients? Donc, c'est toutes des choses qui vont faire en sorte qu'on va avoir du EEAT, puis qui vont faire en sorte que même si je crée du contenu avec ChatGPT, je n'ai pas nécessairement de EEAT rattaché à mon site web. Donc, je ne pourrais pas sortir sur Google nécessairement avec ça. Donc, ça, c'est un point. L'autre question qui vient souvent, c'est bon, est-ce que Google aime, déteste, pénalise ou pénalise pas le contenu qui est créé par ChatGPT? Ça, c'est c'est la ça. question encore plus importante que tout le monde se pose. On n'a pas 100% de certitude sur ce point-là, mais on en a de plus en plus, on a de plus en plus de conviction. Okay? Ce qui arrive avec ça, c'est que, bon, Google, dans ses guidelines, donc dans ses guides pour les webmasters, dit vous pouvez utiliser le contenu créé par l'intelligence artificielle si c'est vraiment utile et ça a de la valeur aux yeux des internautes. Donc déjà là, c'est intéressant. Donc, on ne sera pas pénalisé par Google pour créer du contenu qui a été fait avec ChatGPT ou autre intelligence artificielle. On parle de ChatGPT parce que c'est le plus connu. Là. Ouais. Par contre, il y a une étude récente qui a été faite où est-ce qu'ils ont. Puis j'en ai parlé dans un épisode de podcast qu'on J'ai pourra peut-être adoré. mettre on pourra peut-être mettre dans les notes de l'épisode d'ailleurs Oui, ici, tout à fait. qui a fait une recherche qui a isolé la variable création de contenu fait par l'humain versus création de contenu fait par l'intelligence artificielle. D'ailleurs, ça a été tout un défi de méthodologie d'isoler cette variable-là, mais ils l'ont fait vraiment bien. Ils m'ont vraiment impressionné là, dans la méthodologie qu'ils ont fait. Puis dans leurs résultats de recherche, ce qu'ils ont trouvé, c'est que dans 92% des cas, la rédaction faite par l'humain
était plus performante en SEO que la rédaction faite par l'IA. OK? Donc, ça nous 92% fait des cas. Wow! 92 des cas, ouais. Donc, ça nous fait réaliser, bon, il y avait la seule limite de cette étude-là, c'était que c'était 5 sites web faits, rédigés par l'humain, puis 5 sites web rédigés par l'IA. Donc, ça faisait une paire ou une possibilité de 25. Puis en science, souvent, on veut un échantillon de 30 et plus, on a un échantillon de 25. Donc, Wow! il y a peut-être juste, peut-être la seule faiblesse qu'on voyait de cette étude-là, mais pour l'isolation des variables, ils ont fait ça, là, j'ai vraiment été impressionné à quel point ils se sont donnés pour isoler la variable. Puis les résultats, c'était quand même 92 du temps, l'être humain performait mieux en SEO que l'IA avec les mêmes règles, entre guillemets, qu'il se donnait d'optimisation, c'est-à-dire la même quantité d'optimisation. Laissez-moi vous poser une question. Êtes-vous satisfait de vos résultats marketing? Est-ce que vos publicités vous coûtent de plus en plus cher sans générer plus de résultats? Commencez-vous à être à court d'idées sur les méthodes pour générer plus de clients potentiels? Eh bien, sachez que LeadFox peut vous aider. Notre rôle est d'aider les PME et gestionnaires marketing à avoir un marketing plus prospère grâce à des outils simples et innovants. Avec l'aide de l'assistant marketing LeadFox One, vous aurez des campagnes marketing performantes pour attirer plus de clients potentiels, mettre votre entreprise en valeur et générer plus de revenus en 2023. Rendez-vous simplement sur le lien en description pour en savoir plus et demander l'aide de LeadFox One pour propulser votre marketing. Puis bon, la prochaine question qui vient à ça, si je te devance, c'est comment Google fait pour découvrir si c'est un humain ou la machine Ouais, qui a écrit? Je ne sais pas si c'était la question que tu avais pour moi. c'était effectivement dans les questions qui suivent, puis tu sais, une question en amène un autre tellement que c'est un domaine qui est nouveau et qu'on apprend, puis qu'on moi, j'ai tellement vu de cas de gens qui se sont lancés dans l'écriture justement d'articles de blog générés par l'IA et puis ça l'a, excusez-moi le terme, mais ça l'a tanké, ça l'a vraiment fait chuter leur référencement. Puis il y en a d'autres que, ah non, c'est le gros party, depuis que j'ai fait ça, j'ai doublé ma quantité d'écriture, puis je me suis ranké. Et là, on est un peu justement dans cette période, on a plein de questions, là, ça marche-tu pas, c'est-tu permis, c'est pas permis, ils peuvent-tu le savoir, ils peuvent-tu pas le savoir, et ainsi de suite. Et puis, j'aime bien le fait justement que tu as mentionné, là, je vais essayer de résumer pour ceux qui nous écoutent, que déjà à la base, il y a un facteur de EEAT. Donc, expérience, euh, éducation, Expertise. expertise. Donc, expérience, expertise, autorité et Trust. trust, exactement. Trust. Donc, que c'est quelque chose qui est difficile de générer tout ça par IA, là, parce que c'est pas juste à l'écrit, il y a aussi un élément justement de trust et d'autorité qui est des liens qui viennent vers notre site web, des gens qui réfèrent notre article, nous-mêmes qui va citer nos sources et ainsi de suite, que l'IA ne peut pas faire. Et moi-même, ayant été quelqu'un qui commence à explorer un peu l'intelligence artificielle, je me rends compte qu'un texte rédigé juste par intelligence artificielle, c'est gris, là, c'est plate, puis c'est pas expert, là. C'est c'est En, ça. en fait, Ouais. effectivement, que ça prend pour avoir un texte écrit par l'intelligence artificielle qui est vraiment qui ressemble à quelque chose qui a été écrit par l'humain, il faut avoir un prompt, c'est-à-dire une question ou un ordre, entre guillemets, envoyé à ChatGPT ou à l'intelligence artificielle qui est très précis, où est-ce que Ouais. on pourrait dire, bon, écrit à la première personne du singulier, donc au jeu, donne des opinions tranchées sur la chose, met du Ah oui. vocabulaire d'émotion, tout ça. Là, ça vient quelque chose de complexe. Puis après ça, écris-moi cet article-là sur ce sujet-là, prends position, puis mets l'accent sur cette position-là parce que c'est la mienne. Ça vient, t'écris quasiment un article de blog en écrivant ta requête, ou Le prompt. que ce soit le prompt qui est très long ou plusieurs prompts, plusieurs itérations que lui te donne une formule, après ça, tu le modifies, change-le comme ça, change-le comme ça. Que ce soit d'un coup un gros paragraphe ou plusieurs petits jets, ça reste que tu as tellement une conversation longue avec ChatGPT que ça aurait quasiment été aussi long. Ça t'aurait pris quasiment le même temps, quasiment, de l'écrire par toi-même. Où est-ce que ChatGPT est vraiment intéressant? C'est de t'aider à trouver
les questions que ton marché se pose. Là, ça devient vraiment intéressant parce que si tu lui dis, écoute, fais-moi la recherche. Imagine que tu es un expert en domaine X, qui est le domaine sur lequel on travaille pour le site web, pour l'entreprise. Euh, Trouve-moi les questions les plus posées par le client cible. Puis là, boum, 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 il te sort toutes les questions les plus intéressantes. Waouh, c'est comme, OK, c'est le Klondike, entre guillemets, là, dans le sens que là, tu sais exactement tout c'est quoi les interrogations des clients. Puis bon, on peut le faire par Google aussi, hein. Google va nous les donner, les PAA, People Also Ask, tout ça, mais ChatGPT va te le donner beaucoup plus rapidement. Ouais. Est-ce que par la suite, tu demandes à ChatGPT de te rédiger l'article ou non? Ben, moi, pour l'instant, je suis un gars de principe de précaution. J'aime toujours mieux prévenir que guérir. Donc, sachant que je sais que Google ne va pas pénaliser le contenu fait par l'IA si c'est utile. D'ailleurs, Google veut même promouvoir Bard, qui est Exact. un peu en compétition avec ChatGPT. Mais par contre, avec l'étude dont je pourrais donner le lien là, en note de l'épisode ici, qui prouvait que 92% des humains rédigeaient mieux, ben, moi, je préfère le rédiger ou le faire rédiger par un humain, ce texte-là, une fois que j'ai mes sujets à adresser dans l'article de blog. Euh, Comme ça, j'en ai le cœur net. Mais est-ce que Google est en mesure de trouver si c'est un humain ou si Ouais. c'est l'intelligence artificielle? Ça, c'est la question. Euh, la, Je pense la que réponse n'est pas, la réponse n'est pas certaine à 100%. C'est-à-dire ouais. en principe, la technologie n'est pas encore 100% parfaite sur le sujet, mais il y a ce qu'on appelle la stylométrie. La stylométrie, c'est quoi? C'est une Kilométrique. science de l'analyse de l'écriture. La stylométrie, c'est avec des probabilités. C'est quoi les probabilités qu'un tel auteur ou un humain ou une machine ait écrit l'article? Ça s'en vient de plus en plus efficace. OK. Par contre, l'analogie que j'aime prendre, c'est de dire que c'est comme un laboratoire, c'est comme dans le sport, encore là, l'analogie du sport. On a les scientifiques qui travaillent pour le dopage qui ont toujours une longueur d'avance, puis les scientifiques de l'antidopage qui essayent toujours de Ouais, rattraper. C'est un jeu de chat et de souris. C'est un peu ouais, la même chose ici avec à savoir, bon, là, est-ce qu'on est capable de détecter l'IA ou non? Oui. Maintenant, l'autre question à se poser, parce que peut-être qu'au niveau technologique, la stylométrie va permettre de trouver, de partager un texte écrit par l'IA versus un texte écrit par l'humain. Maintenant, il faut savoir que Google, les résultats naturels de Google, c'est un loss leader pour Google. C'est-à-dire que Google ne fait pas d'argent avec ça. Il investit de l'argent pour ça, mais il ne fait pas d'argent. Google est dans la business de vendre de la publicité, hein, avec Google Ads. exact, C'est sa plus grosse source de revenus. Est-ce que exact. Google va investir dans une technologie de stylométrie pour reconnaître les humains euh, de l'intelligence artificielle dans un loss leader pour que ce soit plus Ouais, legit parce que c'est la légitimité des résultats de recherche qui font en sorte qu'ils lui permettent de vendre de la pub. Peut-être que oui, peut-être que non, je n'ai pas la réponse, ouais, mais la question est ouverte. Est-ce que Google va investir dans une technologie de stylométrie pour reconnaître les deux ou il va plutôt se fier aux signaux sociaux externes comme les backlinks, les médias sociaux, les interactions sur les médias sociaux, les communiqués de presse, les reviews, les avis, et ainsi de suite. Moi, je pense qu'il va y aller plus avec le EEAT que l'investissement dans une technologie de stylométrie pour reconnaître l'intelligence artificielle. je Par suis d'accord. contre, à mon grand étonnement, avec la recherche du 92%, c'est quand même assez un gros nombre. Donc, je me disais, puis c'était vraiment bien isolé comme variable au niveau Ouais, méthodologique. Ça m'a fait quand même douter que peut-être que Google l'a mis en place, cette technologie de stylométrie-là, mais en même temps, je me dis que des fois, Google ont d'autres défis, comme les défis d'indexation avec l'univers web qui est en constante évolution à cause de ChatGPT. Je ne pense pas qu'ils priorisent la stylométrie devant des défis qui sont beaucoup plus importants et beaucoup plus urgents à régler, comme l'indexation des pages là, avec la vitesse d'expansion de l'Internet. ouais. T'as bien raison. La question se pose dans le sens où, effectivement, est-ce que un contenu généré par IA qui est pas bon va se disqualifier par lui-même parce qu'effectivement, il est pas bon, puis il y a personne qui le réfère et ainsi de suite. Donc, aussi bien se concentrer sur le EAT. En même temps, moi, je me dis, Google est en train d'élaborer sa propre intelligence artificielle. Donc, ils sont dans le bain, là. Ils sont dans cet univers-là avec beaucoup de budget. Donc, la question se pose, puis effectivement, je pense que
Je pense que l'avenir nous le dira, mais le fait de justement que l'étude que tu as soulevée qui montre que 92% du contenu humain réussit à mieux se positionner que du contenu généré par IA, on se rend compte effectivement que l'humain a encore un gros mot à dire sur la qualité du contenu qui va ressortir. Et effectivement, moi-même, en ayant fait, en tout cas, je parle pour moi, puis je ne représente pas tout le monde, mais moi-même, en tout cas, en ayant fait l'expérience, je me rends compte que ChatGPT ou n'importe quel outil va te sortir un texte et pour que ce texte-là ait de la profondeur, de la qualité, qui ait de la saveur, de l'expérience dans le texte, il faut que quelqu'un passe en arrière de ça. Autrement c'est blend, je peux utiliser le terme, puis manque de saveur. Là. C'est Et soit que tu retravailles le texte, c'est soit que tu retravailles le texte ou soit que tu fais d'autres prompts, d'autres requêtes ouais, pour mais dans un cas comme dans l'autre, il va falloir retravailler, effectivement. exactement. Effectivement, il y avait quelque chose que tu avais mentionné aussi d'un certain challenge où, vu que l'intelligence artificielle se base sur ce qui a été créé, si ce qui a été créé est créé par l'intelligence artificielle, à ce moment-là, rapidement, on va se rendre compte que l'intelligence artificielle va se nourrir d'elle-même et après ça, ben, probablement, peut-être se disqualifier d'elle-même ou vraiment créer ce gros gap entre le contenu créé par humain et pas humain. En fait, oui, effectivement, c'était dans l'épisode où je parlais à savoir si on devrait bloquer ou non les robots de ChatGPT de notre Ouais, site web. Je disais qu'une de mes hypothèses à ce niveau-là, c'était que peut-être que euh, pour les entreprises qui ont des études de cas ou des statistiques spécifiques à eux, qui ont autofinancé avec leur investissement en recherche et développement, on ne veut pas donner ça à l'intelligence artificielle pour que cette information-là devienne une vulgaire commodité. Hein. On veut que ce soit ouais, vraiment comme, OK, c'est notre information à nous, elle nous appartient et les gens rattachent cette information à nous en disant selon l'entreprise X, tel pourcentage ou tel truc. Ça, c'est hot. Ça, c'est de l'expertise. Mais pour faire ça, il faudrait peut-être bloquer ChatGPT. Mais le point est que est-ce que de bloquer ChatGPT, ce serait l'incitatif aux humains à créer du contenu sans par la suite se le faire voler, entre guillemets, ouais. l'information par ChatGPT qui va ensuite la réécrire, pas en plagiat complet parce qu'il va rephraser, mais il reste que l'information va être la même. Puis si c'est le cas, ben, si tout le monde prend ChatGPT pour créer son contenu sur le web, qui est un univers en expansion infinie, puis que, bon, ben, à un moment donné, ChatGPT lui-même se nourrit du contenu que lui-même a créé, ben là, ça vient à un moment donné que ça tourne en rond. C'est les limites de ce qu'on appelle les LLM, les Large Language Models, comme ChatGPT. La limite, c'est ça. Donc, ça prend un incitatif à ce que les humains mettent de l'humanité dans ce contenu-là ou de la récence des nouvelles informations et ainsi de suite. Puis peut-être que cet incitatif-là passe par le fait de bloquer les robots de ChatGPT des sites web. Mais encore là, on ne le sait pas exactement. C'est tellement nouveau, cette technologie-là, qu'on ne le Ça. sait pas à 100 si c'est la bonne chose à faire. OK. Je comprends effectivement qu'on est dans un état c'est ça, énormément de nouveautés. Jusqu'à maintenant, l'intelligence artificielle, dans le fond, de ce que je comprends, c'est que l'intelligence artificielle est vraiment là pour nous épauler, venir nous aider à vraiment comme se donner une bonne élan, se donner une bonne swing, si je peux utiliser le terme. Puis après ça, l'humain va toujours être là pour mettre un peu sa petite sauce spéciale, mettre un peu son sprinkles pour rendre la pièce de contenu beaucoup plus qualitative. Et au final, de rallier les deux va permettre justement aux PME ou aux gestionnaires marketing qui nous écoutent de gagner du temps dans leur création de contenu, puis peut-être même peaufiner certains articles de blog au niveau SEO grâce à certains conseils que ChatGPT pourrait leur donner, avec Absolument. un meilleur SEO, plus de visites égale plus de prospects là, dans votre, dans votre base de contact, puis justement, ben, votre nom de domaine, votre base de contact prend de la valeur. Fait que si un name of the game qu'on devrait retenir, là, c'est vraiment en fait c'est pas juste l'un, c'est pas juste l'autre, ce serait peut-être de travailler ensemble, là, l'humain En et synergie. en synergie, là, pour faire en En sorte synergie. qu'on accélère notre cadence de travail tout en restant quand même humain parce qu'aujourd'hui, l'intelligence artificielle ne remplace pas encore l'humain là, en termes de qualité de contenu, si je comprends bien. Non, exactement. Puis même
avec les probabilités qu'il regarde, parce que comme je disais, avec la stylométrie, c'est des probabilités, ben, s'il est capable de savoir si c'est une intelligence artificielle, ben, de rephraser un peu plus humainement, en mettant des pronoms personnels, des choses comme ça. Selon moi, des parenthèses avec des parenthèses avec selon moi ou selon mon expérience Ah, c'est ou bon ça. des trucs comme ça fait en sorte que là, OK, ça rend le tout beaucoup plus humain. Puis c'est vrai que c'est un humain qui a écrit ça parce que l'intelligence artificielle ne fera pas des choses comme ça. Juste d'écrire au jeu, hein, l'intelligence artificielle ne fait pas ça. Là, tu sais. Donc, c'est très intéressant. Là, ou des pronoms possessifs comme mon, ma, des choses comme ça. Déjà là, ça rend le tout beaucoup plus humain. Euh, OK. Fait que c'est des bons trucs. Mais l'autre chose, c'est que comment qu'on peut vraiment utiliser l'intelligence artificielle comme ChatGPT, c'est supposons que vous avez un article ou une page qui ressort super bien sur Google, puis que vous voyez qu'elle a super beaucoup d'impressions, elle est bien rankée, donc elle ressort bien dans le top 3 sur Google, mais j'ai pas beaucoup de clics, donc j'ai pas beaucoup de visiteurs. Ça veut dire que mon click-through rate est vraiment bas, c'est-à-dire mon taux de clic par rapport à mon nombre d'impressions. Je pourrais demander à ChatGPT, hey, voici mon métatitre, donc le titre bleu dans les résultats de recherche de Google, puis voici ma métadescription, la description en bas du titre bleu dans Google. Est-ce que tu peux me faire quelque chose qui est beaucoup plus vendeur que ça, mais qui utilise cette information-là parce que j'ai pas assez de clics? Ça peut faire des choses vraiment intéressantes qui vendent beaucoup plus, autant pour le titre qui est punchy que pour la description, pour Ex améliorer ton click-through rate qui est ton taux de clic. Donc, c'est des choses qu'on peut utiliser. Une autre utilisation de ChatGPT qu'on peut faire, c'est hey, j'aimerais ça envoyer des liens internes. Des liens internes, c'est le lien d'une page d'un site web à un lien d'une autre page du même site web. Ah, Donc, OK. pour se supporter, entre guillemets. Tu sais, j'ai une page qui supporte une autre page. C'est un peu comme si on faisait la courte échelle pour monter. Donc, il y a une page qui va endosser l'autre page, elle va y faire la courte échelle pour l'aider à monter sur Google. Ben, euh, je vais vous demander peut-être à ChatGPT, vois-tu des opportunités avec ce site web-là pour envoyer des liens d'une page à une autre? Quelles opportunités que tu vois qui sont intéressantes, qui ont rapport? Puis ChatGPT peut trouver des opportunités de trouver des trucs. Bon, on peut le faire, l'être humain peut le faire aussi. Hein, c'est facile de dire, ah, là, il y a un texte d'ancrage, un encre qu'on appelle, Ouais. qui est intéressant, que je pourrais amener une page qui a rapport à ça, puis c'est super intéressant. Mais si tu demandes à ChatGPT de le faire pour toi, ça peut accélérer ta cadence. Puis Ah ça oui, ne changera pas. Il n'y a aucune stylométrie qui va dire ah, le lien a été pensé par l'intelligence artificielle ou il a été pensé par un humain. Tu sais. exact. Et de faire ce travail-là, ChatGPT va le faire en 32 secondes, tandis qu'un humain va le faire en 32 minutes. Exact, Ou exactement. même Oh, ouais. plus. Ah Ah oui, ouais, c'est un fait que dans le facteur fond, de au moins 10 fois plus rapidement, si ce n'est pas plus, là, dans ce ouais, cas-ci. Là. ouais. Ah, c'est vraiment une bonne idée. Fait que dans le fond, les quick wins que tu as partagés, là, écrire au jeu, mettre des selon moi, en mon opinion, ou des affaires de même. Euh, Faire réécrire les métatitres et les métadescriptions, fait que le titre bleu et la petite description blanche qu'on voit sur Google, pour donner plus envie aux gens de cliquer. Parce que c'est vrai que tu as bien beau apparaître sur Google, si le monde ne clique pas sur ton résultat, tu n'es pas plus avancé. Non, Il faut que les gens aient envie de cliquer et de se dire ah, je pense que dans ce résultat-là, je vais avoir la réponse que je cherche. Et puis de demander à ChatGPT pour justement trouver des opportunités d'entremarriage, là, de mettre des liens vers un autre article de ton site ou une autre page de ton site. Ça va faire en sorte que ça va s'entraider pour ranker. As-tu d'autres quick wins comme ça là, qu'on peut utiliser ChatGPT ou l'intelligence artificielle pour nous aider? en fait, l'autre, c'est simplement, ben là, il y a différents niveaux à ça. Le premier niveau, c'est de dire, bon, ben, quelles sont les questions que les gens se posent le Oui, plus c'est bon ça. par rapport à ce sujet-là. Donc, ça fait une recherche sur le sujet, mais on peut même aller au-delà de ça. On peut dire, peux-tu me les placer en ordre chronologique dans le parcours client? Tu sais, c'est-à-dire, le lead froid ne pose pas les mêmes questions que le lead chaud qui est prêt à acheter. Mais les Ah, mon questions, Dieu. peux-tu me les mettre en ordre chronologique? Pour que, dans le fond, moi, je les vois, l'ordre. Fait que moi, je vais créer de l'information pour chaque étape dans l'intention de recherche sur Google. Parce qu'il y en a un, c'est peut-être plus une intention de recherche informative, alors qu'il y en a une autre, c'est une intention de recherche qui est beaucoup plus transactionnelle. Je suis prêt Exact. à passer à l'action, à donner ma carte de crédit. Là. Oui, exactement. Et ça, c'est très intéressant parce qu'effectivement, on peut créer du contenu en fonction de ces intentions-là.
mais on peut aussi créer des suivis par email en fonction de ce parcours client-là. Fait que dès qu'on a Absolument. capturé quelqu'un, ben là, on peut lui proposer justement comment choisir son logiciel, comment choisir son produit, comment choisir son agence. Voici une démonstration du logiciel, etc., en fonction des questions que la personne se pose dans l'ordre. Excellente idée, j'avais pas vu ça. Ça me donne moi-même des idées, là. Oui, puis une fois que ces contenus-là sont créés sur le site web, que ce soit un article, des articles de blog, ben c'est des actifs numériques sur lesquels, Ouais. si tu crées tes courriels, ben, tu envoies les gens là-dessus, tu envoies des visiteurs sur ton site web. Si tu envoies des visiteurs sur ton site web, ben, c'est une forme de EEAT parce que Google regarde le nombre de visiteurs sur le site web. Puis, il est pertinent, c'est pas. Donc, la machine se nourrit d'elle-même. Donc, c'est un cercle là, vraiment complet. C'est 360 degrés comme approche. Ah, right. J'aime ça. C'est vraiment des bonnes idées, ça. Fait que écrire au jeu, améliorer les méthodes de description, faire de l'entremaillage, donc les différents liens d'un article à l'autre, poser la question, quelles sont les questions que les gens se posent. Moi, mets-moi là en ordre chronologique selon le parcours d'achat. Je pense qu'avec ça, on a des très bonnes pistes de réflexion là, pour justement utiliser l'intelligence artificielle pour vous guider dans des idées de contenu à écrire. Puis après ça, ben, surtout, peut-être même proposer justement des incitatifs avec un pop-up, avec une landing page pour justement capturer le prospect au bon moment, avec le bon message, au bon moment, à la bonne personne. Parce que définitivement, on n'offre pas la même affaire quand une personne est en train de s'informer versus quand la personne est en train de magasiner ou que la personne, elle a magasiné, puis là, elle se pose la question, je fais-tu le move, je fais-tu pas le move? Ben, on est en mesure justement d'offrir le bon message à la bonne personne au bon moment. Cool! Hey, Exact. j'aime ça. Puis justement, pour quelqu'un qui veut aller plus loin dans son apprentissage du SEO et de l'intelligence artificielle, comment bien utiliser chacun des deux, où est-ce qu'on peut te retrouver? Puis comment est-ce qu'on peut faire affaire avec toi? Très simple. Ben, premièrement, il y a mon podcast, hein. Mon podcast, c'est Commerce électronique et actifs numériques qui est disponible sur toutes les grosses plateformes de podcast. Et il y a même un site web, c'est nicolaroy.pro. Si vous tapez juste Nicolas Roy sur Google, même si je suis un professionnel du SEO, c'est pas moi qui va sortir premier, c'est le joueur des Knights de Vegas parce qu'il a gagné la Coupe Stanley. Fait que c'est sûr que Nicolas Roy des Knights de Vegas va être partout. Il Donc, va il être difficile. faut taper Nicolas Roy SEO pour avoir le bon Nicolas Roy parce que je ne peux pas avoir autant de EEAT que Nicolas Roy, le joueur des Golden Knights de Ah, Vegas. il va être difficile à déplacer, là, celui-là. Ouais, ouais, c'est ça. All right. Sinon, sur LinkedIn. Sur LinkedIn, je suis très, très actif. Là, donc, c'est les deux endroits où est-ce que vous pouvez me contacter facilement. Super. Hey, merci beaucoup, Nicolas, pour cet bel épisode de qualité. Franchement, tu nous as partagé du contenu là, à faire réfléchir, mais surtout des quick wins, des pistes d'amélioration qui sont faciles à implanter pour s'initier dans le monde de l'intelligence artificielle. Pas carrément tout déléguer, puis tiens, je fais tout croche, entre guillemets, mais je garde le contrôle pour garder ça de qualitatif, mais quand même utiliser l'intelligence artificielle pour venir m'épauler puis me permettre de gagner du temps. Je pense que définitivement, là, les PME qui nous écoutent, les gestionnaires marketing qui nous écoutent, vous avez des belles pépites, puis vous avez des belles petites actions là, justement à mettre en place qui vont vous permettre de gagner là, des belles petites victoires faciles à aller chercher avec votre SEO. Puis une fois que vous allez être bien positionné, puis que vous allez aller chercher plus de visites grâce au référencement organique, ben, transformer ces visites-là en clients potentiels avec justement un petit pop-up, une landing page, des aimants à prospects faciles à implanter, puis au final, d'avoir une belle petite machine huilée qui vous apporte des visites, puis que vous transformez ces visites-là là, en clients potentiels. Je te remercie beaucoup, Nicolas. Et puis, pour ceux qui veulent aller voir ton podcast et toutes tes informations, on va mettre tous les liens là, en description du podcast. Puis le monde pourra aller voir ça et s'abonner. Là. Donc, Merci merci beaucoup, encore. Pascal. Ça a été un plaisir. Ben, c'est moi qui te remercie. Et je dis à tout le monde qui nous écoute, là, merci beaucoup et à la prochaine. Bye bye. LeadFox est un logiciel de marketing automatisé propulsé par l'intelligence artificielle pour vous aider à générer plus de prospects et rentabiliser vos publicités plus facilement. En passant par les pages d'atterrissage, les emails automatisés, les pop-up et les infolettres,
vous aurez tous les outils dont vous avez besoin pour générer plus de prospects au sein d'un seul outil simple et intuitif. Rendez-vous dans la description pour démarrer un essai gratuit de 14 jours et commencer à générer plus de clients potentiels. Cliquez sur le bouton s'abonner pour s'abonner au podcast et ne rien manquer des prochains épisodes. À très bientôt!